Et en fait, au moment où Eli arrive, donc je lui serre la main, je lui souhaite la bienvenue. Et en fait, 10 minutes après, il y a une photo qui paraît sur Twitter et qui avait été prise, on pense, par un jeune du centre de formation, dont les chambres donnaient, si tu veux, sur le parking. Tu vas t'endormir peut-être plutôt 5h30, 6h. Tu te relèves dans la matinée parce que tu es re-attendu au centre d'entraînement. Tu es le coach, donc tu fais partie des premiers qui arrivent. Ça peut être vu comme une lessiveuse. Après, quand tu gagnes, tu récupères aussi plus rapidement. Tu rentres ton équipe avec le dispositif que tu veux, tactique. D'accord. Ce qui fait que tu as des clubs qui peuvent jouer là-dessus. Je te confirme parce que vu le nombre de matchs où on voyait la compo éditée par l'UEFA, on se disait non mais les mecs ils ont craqué. Donc ça c'est volontaire, c'est les clubs qui nous induisent en erreur en fait. Ouais. Ah mais ça c'est une super info ça. On était sur 60 alors que sur les autres matchs en Coupe d'Europe on se déplaçait peut-être à 45 parce qu'en fait il avait souhaité pour remercier de l'investissement par rapport à l'affiche aussi, par rapport à l'outil qui est l'Emirates. Et c'est le moment d'accueillir notre invité dans RMC Mercato, le team manager, l'ancien team manager du Racing Club de Lens, Benoît Vallée-Saint-Jalles. Bonjour Benoît, installe-toi. Salut Benoît. Benoît donc ancien team manager du Racing Club de Lens et Damien Sporting Club, les deux clubs par lesquels tu es passé. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce métier. Rapproche-toi bien du micro, s'il te plaît, pour mets-toi à l'aise et puis comme ça tu pourras bien parler. On va bien t'entendre. On va regarder donc les clubs par lesquels tu es passé. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Comment on devient team manager, Benoît ? Écoute, il n'y a pas vraiment de formation. Je pense que, comme j'ai déjà expliqué à Rémi, c'est être au bon moment, au bon endroit et avoir fait ses preuves en termes d'efficacité et puis de discrétion. Je pense que voilà, ce sont les qualités pour être team manager. Rémi. Ouais, non, parce qu'à la base, t'arrives pas à Amiens en tant que team manager, t'arrives pour un tout autre truc et t'apprends un peu sur le tas et puis ton histoire. J'arrive sur Amiens pour un dossier qui n'a rien à voir, qui est lié à la licence club, donc c'est des critères à mettre en place pour récupérer une part fixe des droits télé. Donc Amiens était en Ligue 2 à ce moment-là, et puis après j'ai bossé sur des dossiers plus liés au développement du club, ce qu'on pouvait modifier, améliorer dans l'accueil des gens, des médias aussi. Il y a eu cette montée en Ligue 1. Dans le même temps, on donnait un coup de main aux sportifs sur l'accueil des nouveaux joueurs lors des mercatos. Parce qu'on était un petit club à taille humaine, un peu sous-staffé, mais chacun mettait vraiment la main à la pâte. Et puis à un moment donné, au moment de la trêve hivernale, l'intendant, Pascal, a souhaité ralentir un petit peu pour, je pense, éviter un divorce. Et donc, avec une discussion avec Luigi Mulazzi, qui était président délégué, et Christophe Pellissier, le coach actuel, enfin le coach du moment, pardon, il a été décidé que je puisse l'épauler et faire un déplacement sur 2 en tant qu'intendant à ce moment-là sur les matchs à l'extérieur. Et donc en fin de saison, avec le maintien, le club a voulu se staffer et donc s'est mis à la recherche d'un team manager. Et c'est comme ça que la prise de fonction s'est faite toute naturellement. Alors, on a vu que tu as passé donc 4 saisons à Amiens, une saison, la saison 2023-2024, 5 saisons à Amiens, une saison donc au Racing Club de Lens. Il y a une période entre les deux, c'est pourquoi ? C'est pour récupérer, c'est pour... Oui, je pense que quand je quitte Amiens, j'ai la sensation d'avoir pas mal donné. J'ai l'envie de récupérer un peu. J'ai passé 3 saisons en Ligue 1. 2 saisons en Ligue 2. Et l'idée, c'est de réfléchir un petit peu à l'après. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel j'ai envie de continuer? Il y avait l'envie aussi de voyager un peu et de découvrir autre chose, de prendre un peu plus de temps pour moi. Et en fait, il y avait encore une fois pas forcément de volonté première, particulière et précise de retourner dans le milieu du foot. Et en fait, j'ai été contacté lorsque j'étais dans un trek au nord de l'Argentine, à Salta, pour un poste au Racing Club de Lens. Et à ce moment-là, je ne pouvais pas refuser parce que j'ai une histoire aussi familiale qui est particulière avec ce club, avec ce territoire. Et donc, j'ai vu ça un petit peu comme un clin d'œil, un petit peu comme le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste, où finalement, tu pars à l'autre bout du monde et pour revenir au plus proche de tes racines, quoi. Parce que le premier match auquel tu as assisté en tant que supporter, c'était un match de Lens, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mon père m'a amené à Bollaert. J'étais tout en haut on s'est retrouvé tout en haut de la tribune de la cour. Et c'était un Lens PSG en septembre 2000.
Ok, donc c'est de là que... De la tribune au vestiaire. Ouais, c'est ça, c'est un peu la boucle était bouclée. En pas si longtemps que ça d'ailleurs, parce que tu es jeune pour un team manager. Merci. J'ai pas encore de cheveux blancs. J'ai 35 ans. Tu vois, 35 ans, c'est jeune. Ah ouais. Clairement. Et puis c'est peut-être le rêve aussi de pas mal de fans de foot, de pouvoir travailler pour son club de cœur. Ouais, c'est vrai qu'il y a bien souvent les personnes qui se rendent compte que faire carrière, ce sera pas possible. Après une rupture des ligaments croisés, par exemple. C'est le type de job qui te permet d'avoir un pied dans un staff, dans un club et de travailler autour de ta passion. Ouais. Lolo ? Un peu comme nous, les journalistes, au final, on est tous des footballeurs ratés. Donc, Sauf que moi, j'ai pas eu les ligaments croisés, j'étais nul direct. C'est ce que je dis, on est tous des footballeurs ratés. Donc, tu vois, on essaye de se rapprocher plus ou moins de notre passion, à peu près. Je pense qu'on en discutait avec Benoît en préparant l'émission. Il y a pas mal d'analogies entre le rôle de team manager, en fait, quand tu gravites autour de l'équipe, et le rôle de journaliste, en fait. Tu vois, je dirais pas qu'on vit les mêmes vies, mais on a quelques points communs. Ouais, notamment sur les emplois du temps, on en reparlera, qui sont plutôt bien chargés. Alors, team manager, ça consiste en quoi, Benoît ? Est-ce que tu peux nous détailler ? Nous, on va vous présenter quelques missions, la gestion du planning, des déplacements, accueillir les nouveaux joueurs, le suivi des joueurs suspendus, préparer l'avant-saison, assurer la sécurité des joueurs. Donc, il y a beaucoup de missions. Peut-être on peut les faire une par une ? Ouais, alors, de manière générale, c'est gérer tout ce qui est administratif et organisation autour de l'équipe professionnelle. Tout bêtement, tout ce qui est en dehors du terrain, tu as un lien avec ça pour faciliter cette organisation, mettre le staff, les joueurs dans les meilleures conditions et faire en sorte que toutes les informations transitent bien entre les différents départements, à la fois du club mais aussi avec les instances. Donc si on peut reprendre la gestion du planning. Donc oui, à Amiens, j'ai édité le planning moi-même en lien avec le coach. Donc c'est le coach qui décide, tiens, par exemple, demain ce sera jour de repos, lundi entraînement, et donc toi tu mets tout ça par écrit. Exactement. À Lens, c'était différent. Le planning est géré par Benoît Delaval, qui est le responsable performance, et lui qui se met directement en accord avec le coach sur ces questions-là. On l'a le planning justement, parce que c'est toi qui nous l'a proposé. Ouais. C'était un planning européen, la saison 2023-2024 avec le Racing Club. Oui, parce que comme vous pouvez le voir, il y a 2 matchs dans la même semaine. On pourrait même compter 3 matchs si on prend le match du week-end précédent, sans doute le samedi. Benoît, excuse-moi, je te coupe, mais c'est juste pour dire que en fait, ça, c'est nous qui l'avons fait, et on s'est appuyé sur, par exemple, un calendrier sur une semaine européenne, ou typiquement à l'époque un match de Coupe de France, de Coupe de la Ligue, pour voir ce que ça donne, ce que ça représente pour toi et un club, une semaine à 2 matchs. C'est simple, il y a pas beaucoup de repos, comme vous pouvez le voir. C'est ce qu'on appelle une vie de groupe. On passe beaucoup de temps ensemble. C'est la raison pour laquelle, à l'intérieur des staffs, on a tout intérêt de bien s'entendre, parce que bien souvent, on passe plus de temps ensemble qu'avec nos familles et nos conjointes sur une saison. Donc voilà, donc si on peut reprendre jour par jour, si vous le souhaitez. Vas-y. Bien souvent, sur une semaine à 2 matchs comme ça, ce qui est important aussi, c'est il y a à la fois la phase... l'entraînement à proprement parler, mais il y a aussi le contrôle de la nutrition, donc avec les rendez-vous petit déjeuner et les repas du midi après la séance. Sur les matchs européens, l'obligation, c'est d'arriver veille de match pour éviter tout problème, à la fois de déplacement, et puis il y a des obligations médias avec la conférence de presse d'avant-match. Donc on a le choix, le coach a le choix soit de faire sa séance d'avant-match sur le terrain du stade, ou tout simplement de faire un repérage, ce qu'on appelle un walk-around, où on doit rester un quart d'heure avec une visite des vestiaires, marcher autour du terrain, et puis rentrer ensuite à l'hôtel. Je fais une parenthèse, mais c'est avec ou sans les joueurs le walk-around ? C'est avec les joueurs. Avec les joueurs. Parce que j'ai souvenir de matchs du Paris Saint-Germain où, comme ils étaient déjà allés dans le stade en question la saison précédente, ils n'étaient même pas obligés d'aller au stade. Ah non. En tout cas, nous, c'était avec les joueurs. Pour moi, il y a une obligation pour des images médias, en tout cas, puisqu'il y a des journalistes qui sont là, puisque normalement, le fameux quart d'heure, c'est le fameux quart d'heure qui correspond à l'ouverture aux médias de la séance d'entraînement. D'accord.
Et alors, toutes ces règles-là, entre guillemets, donc tu dis qu'il y a l'UEFA qui les gère, mais est-ce que, par exemple, il y a des choses qui sont... en fait, comment tu organises ça ? C'est le coach qui te dit, c'est qui tes principaux interlocuteurs dans le club pour organiser tout ça ? Parce que c'est pas toi, évidemment, qui décide du planning des entraînements. Le responsable performance, D'accord. avec qui on évoque tous ces sujets-là, et lui, si tu veux, il liste, il filtre, et ensuite... après un certain nombre de questions ou de points à voir, il va aller directement demander au coach, mais il ne va pas le faire à chaque fois dès qu'il y a une question. Il préfère filtrer pour ne pas le déranger toutes les 5 minutes. Mais ça va dépendre de ta durée de vol pour te déplacer. Là, on voit qu'il y a une séance d'avant-match à 18h. Je me souviens que sur d'autres déplacements européens, on a eu des reconnaissances terrain un peu plus tôt dans l'après-midi. Ça va dépendre. Là, typiquement, je pense que on doit être sur un match où tu dois être à 4 heures de vol. Donc, c'est ce qui fait que tu dois prendre ça en considération. Tu dois prendre aussi ta distance et ton temps de trajet entre l'aéroport et ton hôtel stade. Si tu as un accès direct au tarmac à l'aéroport. Et ensuite, tu essaies non pas de bricoler, mais de construire petit à petit ta feuille de route avec tous ces éléments-là. Tu essaies aussi de te prendre une petite marge d'erreur, parce que vaut mieux arriver en avance que d'arriver trop tard. Ah bah. Tu vois, dans l'esprit des gens, si tu arrives en retard, c'est que tu n'as pas bien fait ton job. Alors que si tu arrives en avance, finalement, ça arrange tout le monde. Ouais. On en reparlera tout à l'heure très exactement d'une journée de Coupe d'Europe et comment tu gères tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse quand je regarde ce planning, c'est à quel moment tu dors et combien tu dors. Combien d'heures tu dors ? Si, regarde le jeudi matin et le dimanche matin. L'émoticône dormir, c'est magnifique. Je refais juste un petit point parce que je suis l'auteur de ce crime visuel. Les petits pictos avec le bonhomme et l'horloge. Donc je parle sous le contrôle de Benoît. C'est l'heure de rendez-vous. Le petit picto avec le terrain, c'est l'entraînement. Ouais. Avec l'assiette et le couteau, vous l'aurez deviné, c'est l'heure du repas. L'avion pour le décollage. La petite bonhomme qui dort, la mise au vert. Ouais. Et puis, si je peux me permettre, je pense que tu as oublié l'assiette aussi du petit déjeuner. Alors non, parce que Benoît disait que c'était optionnel. Souvent, on n'est pas obligé de prendre le petit déj ensemble. Les joueurs peuvent ne pas le prendre en groupe, c'est ça ? On parle du jour de match ? Le jeudi et dimanche ? Non, toute la semaine. Ouais, toute la semaine. Parce qu'on sait qu'il y a des clubs dans lesquels c'est obligatoire le petit déjeuner. En fait, tu vas avoir des journées où ça va être optionnel. Et plus tu te rapproches du match, et plus ça va être obligatoire pour avoir le contrôle de ce que mangent les joueurs. Ouais. Parce que forcément, tu vas à l'entraînement, il faut... Faut de l'essence. Ouais, quelque chose dans le bide. Donc, plus tu vas te rapprocher d'un match, et plus ces questions-là sont importantes en termes de performance. Donc, quand est-ce que tu dors, du coup ? Écoute, dans l'avion. Je te rassure, je dors. Peu, mais... Je suis plutôt un gros dormeur de base, mais c'est vrai que sur une semaine comme celle-ci, entre l'organisation, le stress aussi, les nuits peuvent être assez courtes. Surtout lorsque tu reviens d'un déplacement et que le lendemain, tu es attendu au centre d'entraînement, soit à midi pour un repas, mais parfois en fin de matinée pour un décrassage. J'ajoute pour les pictos, donc vous voyez au mardi soir, donc mardi après-midi, un petit flocon avec un petit bonhomme dedans, donc ça magnifique. Peut être de la cryo ou ça peut être de la récup, pardon. Non, je dis c'est magnifique. Oui. Ça peut être aussi des glaçons dans une grande poubelle dans laquelle on va faire un bain froid. C'est ce qu'on a dû faire après le match du jeudi, puisque tu rejoues dimanche. Et on l'a fait aussi, on ne le voit pas sur planning, mais le match qui précède le match européen. Voilà, le match européen qui est donc au jeudi à 21h, avec un retour, Benoît, après le match. En général, tu rentres à la maison après le match, tu restes pas à l'hôtel, tu essaies de rentrer. Ça dépend. Ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre déjà de ce que veut ton coach. T'en as qui vont considérer que c'est mieux de pouvoir, même si tu rentres tard, de pouvoir rentrer chez toi et de passer un peu de temps en famille et de profiter de ta literie. T'en as d'autres qui vont penser qu'il est meilleur finalement d'aller se coucher, de prendre un petit déj le lendemain et de repartir tranquillement. Et puis, ça va dépendre aussi si l'aéroport est ouvert la nuit. Ouais, bien sûr. Aussi à prendre en compte. Bah oui, non, mais c'est clair parce que... Et alors, d'ailleurs, là, on est d'accord, sur une semaine type comme ça, comme on t'a fait, en gros, tu pars de chez toi le mardi matin, tu reviens... Même le lundi. Ouais, lundi, je travaille. Ouais, non, mais enfin, ce que je veux dire, le moment où tu... oui, t'arrives, si tu veux, t'arrives sur les coups de 9h, 9h30. Le mardi. Au moins une heure avant les joueurs. Même le lundi,
Et après, le lundi après-midi, bien souvent, une fois que les joueurs sont partis, tu peux traiter l'administratif. Parce que tu gères au final du court terme et du moyen terme, et parfois du long terme aussi. Mais c'est vrai que quand tu es avec le groupe, avec les joueurs, bien souvent, ou même le staff, on vient te poser des questions sur le déplacement. Tiens, on va où ? Quel sera l'hôtel ? Tiens, tu as des infos sur ça ? Combien de places on va avoir ? Ou si on aura des places pour les familles et les amis. C'est toi qui écris sur le paperboard là, qu'on voit chaque jour là, dans les clubs. En général, il y a un paperboard avec le programme de la journée. Tout ça, c'est toi qui écrivais à l'époque ? Non. Ok. Je l'ai pas vu à Lens, celui-ci. Ah oui ? Il y a juste une petite question dans le chat. Je sais pas si bonjour. Alors attends, si j'arrive pas à lire. C'est Michael Farut 14. Bonjour. Est-ce que non, tu n'arrives pas en fin d'émission. Tu es au tout début. Est-ce qu'il y a peut raconter l'anecdote Frankowski au McDo d'Arras ? J'y étais allé, folle comme histoire. Ça te parle ça ou pas ? Ouais. Alors là, c'est plus le service com et partenariat qui pourrait t'en parler. Mais il me semble qu'il y avait une activation au McDo d'Arras. Et Frankowski, le fait que Frankowski soit le joueur désigné pour aller à cette activation-là, fait que il y avait pratiquement pas de dispositif sécurité pour un nombre. C'était improbable le nombre de personnes qui se sont déplacées juste pour prendre la photo et avoir l'autographe avec lui. Donc tout le monde a été un peu débordé. Si Mickaël fait référence à la même histoire que la mienne. Ce qui me permet de parler de la Coupe de Turquie qui est désormais sur la chaîne Twitch de RMC Sport. Donc on a diffusé les quarts de finale hier soir, suite des quarts de finale d'ailleurs ce soir. Et Frankowski s'est qualifié avec Galatasaray hier soir sur la pelouse de Fenerbahçe. Belle parenthèse. Bonne nouvelle. Puisqu'il joue là-bas maintenant, il a été prêté par le Racing Club de Lens en Turquie. Belle parenthèse. Parmi les autres fonctions d'un team manager, donc on a vu la gestion du planning, Benoît. Qu'est-ce qui te paraît le plus important, toi, dans ton métier c'est vraiment la gestion des déplacements. C'est vraiment la gestion des déplacements et autant, en championnat, on a tous nos petites anecdotes, nos tips entre nous, entre homologues, mais on fréquente régulièrement les mêmes hôtels. Autant en Europe, en Coupe d'Europe, c'est vraiment un job différent, puisque tu as une partie repérage où tu vas partir 2-3 jours avant pour aller repérer sur site, en fait. T'inquiète pas, Rémi, il est en train de parler à Axel, notre chef de on lui parle dans les oreilles. Non, mais c'est parce que comme on dévoile tout, c'est quoi le plus bel hôtel que tu as fait, par exemple, en déplacement ? Et où ? Alors, il y a cette question-là, mais est-ce qu'il y a des endroits qui sont plus compliqués à gérer que d'autres quand tu te déplaces ? Par la logistique Pour répondre à ta question, le plus bel hôtel que j'ai fait, c'était la Mamounia à Marrakech, car Bernard Johannin, président de l'Amiens SC, avait décidé d'inviter tout le monde 3 jours à Marrakech pour féliciter le groupe du premier maintien en Ligue 1. Cool. Et donc comment ça se passe ? C'est le président qui te dit Benoît, je veux que tu me réserves la Mamounia. Comment ça se passe ? Était passé, et heureusement pour moi, il était passé par une boîte événementielle sur place. D'accord. Donc j'ai pu profiter pratiquement comme les joueurs. Alors quel est le plus bel hôtel que tu as réservé pour les joueurs du coup ? Je pense que celui de Londres était pas mal. C'était le Court House, situé à 4 km du stade de l'Emirates, pour lequel tu dois prévoir 1 heure de route. C'était pour Arsenal-Lens, on le rappelle, en Ligue des Champions. Alors, il faut savoir que tous les clubs vont dans cet hôtel, tous les clubs anglais qui jouent Arsenal en Première Ligue, et la plupart aussi des clubs qui se déplacent en Coupe d'Europe. Il me semble que Séville et le PSV étaient aussi allés là-bas. Et puisque c'est eux qui nous avaient filé l'information en nous disant faites attention, on s'est fait piéger par le délai. On pensait mettre un peu moins de temps et finalement on comptait une bonne heure de route pour pas être en retard par rapport à la feuille de route UEFA et aux obligations médias. Une bonne heure de route pour faire combien de kilomètres ? Je répète 4 km. Voilà, c'est costaud. Et alors, du coup, moi, j'ai une question par rapport à tous ces déplacements. Quand tu prévois, j'imagine, un déplacement en championnat, c'est quelque chose que tu peux anticiper assez tôt à l'avance parce que tu as le calendrier qui est établi. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de budget par rapport à ça ? Et j'imagine qu'en Coupe d'Europe, c'est différent. Et est-ce que tu peux nous en donner une aussi ? Non, oui, t'as raison. Finalement, le calendrier de championnat sort début mi-juin. Ouais. Finalement, tu commences déjà à réserver tes hôtels pour t'assurer de la disponibilité, pour avoir des prix aussi qui sont intéressants, parce que plus tu vas
t'y prendre à la dernière minute et plus les tarifs augmentent. Oui, mais vous êtes quand même dépendant de la programmation télé, parce que c'est les télés qui décident des horaires. Oui, mais matchs. tu poses une option. Tu poses une option okay. sur 3 jours. Oui, tu as raison. Tu poses une option pour le vendredi soir, pour le samedi soir et pour le dimanche soir. Exactement. Exemple. Ah, ok, d'accord. Et en fait, les hôtels qui sont habitués à nous recevoir, tous les clubs de Ligue 1 ou Ligue 2, c'est pareil, eux n'attendent qu'une chose, c'est la tombée du calendrier pour se mettre en relation avec toi et être sûr d'avoir un maximum de clubs durant toute la saison. D'accord, ok. Donc sur un déplacement de Ligue 1, la question de Rémi, c'était à peu près combien ça coûte pour le Racing Club de Lens de se déplacer. Ça va dépendre de la ville dans laquelle tu vas. Il y a des facteurs qui sont à prendre en compte. C'est-à-dire que si tu vas jouer, déjà quand tu vas jouer à Monaco, c'est pas forcément, c'est pas le même tarif que si tu vas jouer à Angers par exemple. Ça dépend des saisons. Et encore plus si tu vas aller jouer sur la période estivale, durant le mois d'août ou au début du printemps. Enfin, sur la fin de saison. Sur le week-end du Grand Prix de Monaco, par exemple. Je pense qu'il doit faire la demande à la. Qu'est-ce que tu penses des estimations à la Ligue pour ne pas jouer à domicile ce week-end-là. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des estimations qu'on a faites sur le coût d'un déplacement en Ligue 1 35 000 € pour un avion, 32 places, parce que les voyages, la plupart du temps, se passent en avion, sauf pour aller à Lille, évidemment. Ouais. 15 000 € de mise au vert, ça veut dire l'hôtel. 1 500 €, c'est la location du bus. Environ 50 000 €. Je pense que vos sources sont plutôt bonnes. Ouais. D'ailleurs, c'est le bus du Racing Club de Lens qui vous récupérait à l'époque sur vos déplacements en Ligue 1. C'était seulement en Coupe d'Europe. Non, il nous dépose à l'aéroport de l'Équin à Lille et il vient nous récupérer après le match. Ouais. Okay. Non, à chaque fois on a sous-traité sur place. Excepté lors des déplacements en bus, donc c'est pour aller à Lille, pour aller à Reims, pour aller à Paris et pour aller au Havre. D'accord. Benoît, moi je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport au Grand Prix de Monaco, parce qu'il y a aussi toute une logistique par rapport aux événements qui peuvent être organisés autour d'une ville. Alors ça peut être Lens, ça peut être Lorient, ça peut être... Tu peux nous dire comment ça se passe, parce que toi, ça tu devais prévoir en amont aussi. C'est ça. Alors moi, mais avec le responsable de la perf aussi, parce qu'en fait, tu as un document à renvoyer à la Ligue en fin de saison pour exprimer tes vœux. C'est-à-dire que voilà... Pour la saison suivante. Exactement. Tel club, par exemple, si qualification européenne, on aimerait pouvoir jouer à domicile après chaque match, chaque déplacement, ou ne pas jouer un des 10 premiers avant telle date. Voilà, donc il y a cette partie-ci. Donc tu as un certain nombre de points que tu répartis en fonction de ces critères-là. Et tu as un deuxième document qui correspond aux événements qui auront lieu sur ton territoire et sur lesquels c'est un warning, attention. LFP, prenez en compte les événements que je vous cite parce que potentiellement ce sera difficile de trouver de la place en hébergement pour l'équipe qui va venir jouer chez nous et peut-être que en termes de dispositifs de sécurité ce sera compliqué aussi pour les instances que de mettre en place une sécurité classique. Tu parles d'hébergement, ça représente combien de chambres un club de Ligue 1 qui se déplace dans un hôtel? Tu prends une chambre par personne. Donc du coup ça peut aller de 40 à 45. Ouais. Donc 35 à 45. D'accord. Donc si tu es un jour team manager de Chelsea, tu vas réserver donc 200 chambres parce qu'il y a énormément de joueurs sous contrat. Mais par rapport à ça, est-ce que quand tu fais ce genre de réservation, c'est quoi entre guillemets les vœux que tu as du coach, des responsables de la performance? T'as un cahier des charges qui est envoyé. T'as un cahier des charges techniques que j'appelais cahier des charges d'hébergement, couplé à un cahier des charges nutrition. Voilà, donc il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte en termes d'hébergement, ce qu'on attend dans une chambre, les espaces à nous mettre à disposition avec tel type de matériel. Aussi un petit peu notre façon de travailler en termes de sécurité, si on a besoin d'avoir des passes qui ouvrent tout pour la sécurité, et ensuite la partie nutrition, donc, qui est gérée directement par le diététicien. Voilà, donc ce sont 2 documents qu'on envoie à l'hôtel et ensuite qui nous font un retour pour nous dire si oui ou non ils sont en capacité d'y répondre et sinon qu'est-ce qu'on peut modifier pour trouver un accord ensemble.
quelles étaient les différences qu'il y avait entre un club comme Amiens, qui est un club plus de Ligue 2, même s'il a évolué pendant 3 saisons en Ligue 1, et le Racing Club de Lens? Par exemple, quand tu te déplaces, est-ce que, j'imagine qu'avec le Racing Club de Lens, la prise des repas se fait dans une salle à part, vous êtes toujours dans un étage qui vous est réservé. Est-ce que c'était aussi le cas avec Amiens? Est-ce qu'il y avait des différences entre les deux? On demande les mêmes choses. Après, ce qui change, c'est la taille du groupe qui se déplace. C'est aussi certaines jobs en plus qui viennent se greffer au staff. On avait un staff beaucoup plus restreint à Amiens, mais en même temps, je pense que en 5 ans, le foot s'est aussi considérablement professionnalisé. Les staffs se sont adjoints de nouvelles compétences. Et ensuite, un club comme Lens, par exemple, on a quelqu'un à la com qui nous suit tout le temps pour gérer justement les médias, la presse. On a le responsable sécurité qui est là aussi au quotidien, parce que quand tu te déplaces, que t'es Lens, t'as pas le même accueil que Amiens, parce qu'au final, avec Lens, où que tu ailles, tu auras toujours des supporters. Et ça, c'est impressionnant. C'est incroyable. Mais voilà, ce qui veut dire qu'il faut quelqu'un aussi pour gérer cette partie-là. Parce que voilà, il sait faire, et puis on a d'autres choses à gérer pendant ce moment-là. Donc en soi, et après oui, le diététicien aussi, on n'avait pas à Amiens, mais qui fait que forcément le cahier des charges aussi est vraiment conséquent. C'est pas un livre de recettes, c'est presque un dictionnaire. Ah ouais, mais vas-y, raconte-nous, c'est quoi? Non, parce que aujourd'hui, je pense que c'est l'un des métiers qui s'est beaucoup développé dans les clubs et qui a une importance vraiment qui est cruciale. Et donc voilà, chaque nutriment va avoir un impact, et donc tout est important encore plus à ce niveau-là. C'est-à-dire la viande blanche, par exemple, à disposition en quantité, c'est quoi? Tu vas avoir tes entrées, ton plat, tes fruits, tes légumes, travailler avec des légumes de saison. Il faut aussi pouvoir mettre à jour un petit peu ce cahier des charges pour pas que ce soit toujours la même chose, parce que comme tu le vois, quand tu passes 3 fois dans une semaine dans un hôtel, je pense que tu as besoin de variété. Donc c'est aussi une part de ce travail-là de diététicien, que de toujours, je pense, chercher un petit peu de nouveauté pour qu'on s'ennuie pas à table, quoi. L'une de tes missions, Benoît, c'est aussi d'accueillir les nouveaux joueurs, ceux qui arrivent. Alors ça représente quelle part de ton travail, et raconte-nous un petit peu le processus à partir du moment où la signature d'un nouveau joueur est officielle. Alors déjà, il y a un gros travail avant que la signature soit officielle. Alors vas-y. Le joueur, faut l'accueillir au club. Pour la visite médicale, tu veux dire? Exactement. Donc il arrive bien souvent avec son agent, avec ses proches. Donc il y a un accueil qui est fait. Alors ça pouvait être moi, sinon c'était le directeur sportif. Et ensuite, avant son arrivée, donc il y a des échanges qui sont déjà en place pour avoir tout un tas d'informations. À savoir ses tailles pour préparer des équipements, quel numéro de maillot il souhaiterait choisir. Et puis on lui transmet aussi le programme de la visite médicale, puisqu'il y a des tests à réaliser avant une signature. Et donc ça prend une journée, entre une demi-journée et parfois une journée entière. Et donc tu pars en van, et puis tu t'accompagnes, tu suis le joueur. Jusque dans le bureau du cardiologue, pour s'assurer que c'est bien le joueur en question, qu'il n'y ait pas de micmac. Et puis après, une fois que tu as fait tous les tests, tu reviens au centre d'entraînement, tu lui fais une visite un petit peu des installations, et puis ensuite tu le laisses à ta direction sportive et à la com pour le moment de la signature et de l'officialisation. Ouais, non, tu parlais de numéro de maillot. Est-ce que tu as eu des demandes parfois improbables, ou parfois tu as dû un petit peu faire de la politique, parce qu'on sait que les numéros de maillot sont importants pour les joueurs, mais c'est aussi important pour le marketing, pour la vente. Ouais, et il est aussi important au Racing Club de Lens. Il y a une volonté de pas dépasser les numéros 35. Tu vois, à Lens, c'est un petit peu je vais pas dire le football à l'ancienne, mais le football. Et donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de numéro au-dessus de 40, excepté un des gardiens. Et oui, on essaie de garder une certaine cohérence entre le poste et le numéro.
Quand tu as un attaquant qui vient, tu sais que tu vas lui laisser le numéro 9, ou en tout cas tu croises les doigts pour que le numéro 9 soit disponible, parce que lui, bien souvent, il va te le demander. Et quand il te le demande pas, tu es un peu déçu, mais tu essaies de pousser. Allez, prends-le. T'as un exemple en tête ? Oui, l'arrivée de Eli Wahi, par exemple, le numéro 9 était libre et c'était cohérent. C'était cohérent, ouais. Et il l'a directement pris. Je pense qu'il était content même de l'avoir. On connaît l'importance de ce numéro-là dans un 11, dans un club. Donc, non, ça s'est bien passé. Après, c'est lui qui l'avait demandé ? Ça s'est fait naturellement de mémoire, ouais. Mais il y a une anecdote en plus par rapport à Eli Wahi qui est toute fraîche parce qu'il nous a raconté quand il est arrivé. Si tu peux nous raconter, parce que tu expliquais que toi tu là on voit la photo, ouais. Normalement c'est à ce moment-là que les supporters sont censés découvrir cette officialisation et en fait il est arrivé la veille en fin d'après-midi au centre d'entraînement. Donc je l'ai accueilli avant que Grégory n'arrive pour le saluer et l'accueillir également. Grégory Thiel, qui était directeur sportif à ce moment-là. Et on voit Arnaud Pouille également, exactement, le directeur général qui est sur la droite de la photo. Et donc Greg m'appelle 1 heure avant l'arrivée d'Eli en me disant Benoît, c'est un transfert important pour le club, gros montant, etc. On veut vraiment que ce soit communiqué demain au stade. On a tout un plan de communication qui va être cool pour les supporters. Donc on va éviter de le faire passer par la porte principale du centre d'entraînement à la Gaillette. Parce que c'était un samedi, c'était veille de match face à Rennes, et t'as la réserve qui devait jouer, les féminines, plus des jeunes, donc t'avais du monde, avec des familles, un peu des scouts, il y avait du monde. Donc il me dit surtout, il faut qu'on trouve une solution, le faire passer par l'arrière du bâtiment, sur l'entrée du parking des pros, une porte dérobée. Je dis ouais Greg, pas de souci, je m'en occupe. Et en fait, au moment où Eli arrive, donc je lui serre la main, je lui souhaite la bienvenue. Et en fait, 10 minutes après, la photo, il y a une photo qui paraît sur Twitter et qui avait été prise par un jeune du centre de formation, dont les chambres donnaient, si tu veux, sur le parking. Et pour eux, Eli, il y avait la rumeur un petit peu, et Eli, pour ces jeunes-là, c'était déjà un exemple, donc ils étaient à l'affût. Et voilà, ce qui fait que ce moment-là, les gens s'y attendaient plus. Il n'y avait plus l'effet surprise. Ils t'ont tué ton plan de com. Comme quoi les jeunes. Comme quoi les jeunes, c'est des bons journalistes aussi. Hein. Ouais, forcément, ils ont toujours leur téléphone à la main. Donc c'est ça. Ça partait sur Snap. Forcément. Ouais. Tu as accueilli d'autres joueurs cet été-là parce qu'il fallait se renforcer. C'était l'été de la Ligue des Champions. Ouais. Tu te souviens d'autres Ouais, bien sûr. Tous. Il y a eu le premier que j'ai accueilli. C'était au tout début de ma prise de fonction. C'était Stein Spearings. Ah oui. Il y a eu Neil Ainaoui. Il y a eu le petit Colombien Cortés, il y a eu Abdou Kodir Kouzanov. Donc là, il a fallu gérer les demandes de visa avant que les joueurs puissent arriver sur le territoire français. Et ça, c'est une donnée, pareil, que tu contrôles pas vraiment, puisque selon l'ambassade, le contact que tu vas réussir à avoir à l'ambassade, tu peux être pris en considération un peu plus rapidement qu'une personne lambda, et pour d'autres personnes, pas du tout. Donc bien souvent, tu as ton directeur sportif, ton club qui te met la pression en disant pourquoi il n'arrive pas, parce on est en pleine démarche administrative et là, c'est plus de mon ressort. La demande est partie, mais comme toi, je relance, j'attends le retour, mais malheureusement, ça dépend plus de nous. Ouais, pour les joueurs étrangers, c'est un peu la problématique. Et je me souviens aussi de Ruben Aguilar, que j'étais allé récupérer à l'aéroport Lille-Léquin. Le pauvre, il arrivait du sud et je l'ai accueilli sous la pluie. Du coup, qu'est-ce que tu dis pour le rassurer ? Ouais, je lui dis que 2 jours avant, c'était incroyable. Il faisait 40 degrés et que de toute façon, ce qui compte, c'est la chaleur humaine dans le Pas-de-Calais. Et c'est des moments où tu noues une relation privilégiée avec ces joueurs-là ? Exactement, ouais. Ouais, ça aide. Encore plus quand c'est un joueur, je pense à Ruben, parce qu'on a à peu près le même âge. La même génération, ouais. Exactement, donc c'est quelqu'un de vraiment sympa, qui correspond parfaitement à l'image du club, qui a une très belle carrière, qui est humble et qui sait aussi ce que c'est ce type de métier. Donc non, je me souviens qu'on avait passé un bon moment sur la route à ce moment-là. Mais oui, t'es premier interlocuteur, le premier contact, donc t'as un peu la personne de confiance, un peu le gars sûr, comme diraient les jeunes maintenant. Donc ouais, c'est important. Elle est importante, cette première prise de contact.
Aguilar parlait français, donc ça t'a aidé. T'as fait comment pour Kouzanov ? Ça a été, ça peut être une anecdote aussi sympa, c'est que forcément, il a fallu trouver un traducteur. Donc Franck, russe, pour le coup russe. Donc Franck, Franck a demandé parce que pour un jeune qui arrive comme ça, avec du talent, qui doit aussi intégrer les plans de jeu assez rapidement, comment tu parles ? Quel football ? C'est un langage universel. Mais... Donc tu as une demande de Franck Hez, l'entraîneur de l'époque. Ouais, de la direction, tout le monde s'est dit vraiment en fait, à la fois pour le gamin que pour le club et pour le coach, il faut vraiment trouver quelqu'un. Ouais. Donc en fait, on a remué ciel et terre du côté d'Arras et dans le bassin minier pour trouver quelqu'un qui avait cette compétence de savoir parler russe. Et on a fini par trouver quelqu'un qui venait d'Azerbaïdjan et qui était disponible. Et donc, il l'a suivi pratiquement pendant les 6 premiers mois, tous les jours. 24 heures sur 24 quasiment, enfin il vivait avec lui Non, il ne vivait pas avec lui, mais voilà, je pense qu'il le déposait, enfin ils arrivaient ensemble au centre d'entraînement, ils repartaient ensemble, je pense que sur ses temps libres, il l'accompagnait un petit peu à l'extérieur pour visiter, pour prendre l'air, pour faire ses courses, parce que finalement, à cet âge-là, tu t'arrives en France... Nouvelle culture, nouvelle expérience, tu parles pas la langue et je pense que heureusement que cette personne-là était là pour... Justement, Benoît, cette personne-là, du coup, tu dis on a fini par la trouver, mais tu as fait comment ? Vous avez passé une annonce sur LinkedIn ? C'est des contacts ? Tu vois, c'est comment vous avez fini par le trouver ? Ça s'est fait par un contact à la préfecture d'Arras. D'accord. Mais oui, sur le coup, on a tout cherché du côté des profs particuliers, tu sais, sur les plateformes, sur les sites. On a même cherché à un moment donné s'il n'y avait pas encore des migrants ukrainiens, tu sais, qui avaient fui la guerre parce qu'il y avait une communauté à un moment donné du côté d'Arras, mais qui était repartie. Non, on passait beaucoup de coups de fil, chercher sur Internet aussi la perle rare. Ouais. Bon, et vous l'avez trouvé. On l'a trouvé, ouais. Et vous l'avez rémunéré du coup aussi 2 ou 3 jours. Du coup, vous la rémunériez aussi, j'imagine. Ah oui, elle a eu un contrat. Ouais. Non, il travaillait gratos. Non, mais bon, c'est une dépense qui n'est pas prévue. Au lieu de faire 2 maillots, un ballon, et puis... Tu dis que tu vas recruter un joueur, évidemment que c'est... Ah bah oui, c'est clair. Ouais. Mais après, vu ce qu'il leur a rapporté à Boucaudir, je pense qu'ils sont rentrés dans leurs frais facile. D'ailleurs, tu as été choqué de voir le montant du transfert de Kouzanov ? Choqué, non. Voilà, je pense que Kodir, la première fois qu'il a foulé la pelouse à Bollard, même l'anecdote des joueurs au premier entraînement, ils ont tous été stupéfaits par le fait que ce gamin, cette tête de gamin soit dure comme un roc et que oui, en effet, ce joueur avait quelque chose en plus et que sans doute qu'il ne resterait pas très longtemps en France. Alors l'accueil des joueurs, donc on l'a dit, on va remettre le planning qui était très chargé, donc on l'a vu, le planning d'un team manager avec toi, Benoît. C'est pas d'un team manager, c'est d'un groupe professionnel. Oui, d'un groupe professionnel et donc du team manager aussi. De tout le staff, ouais. D'un club, quoi. Ce qui nous permet de revenir sur une déclaration qu'a faite il y a quelques semaines, quelques mois, Franck Hez dans les colonnes du journal L'Équipe, où il dénonçait les cadences infernales et il disait lui-même, il y avait des moments où je me disais ce matin, l'énergie que tu as, faut bien la mettre au bon endroit parce que le réservoir, il était à moitié vide. C'est quelque chose qui te parle, cette citation-là de Franck Hez ? Oui, c'est des sujets de toute façon qu'on évoque en interne avec à la fois les intendants, d'autres personnes du staff, parce que autant on a la chance de vivre une aventure humaine extraordinaire, encore plus quand les résultats sont bons, quand tout se passe bien, quand il n'y a pas de clan, quand le staff est un peu à l'image du coach. Et ce qui était le cas à Lens, donc c'est vrai que l'expérience et l'aventure a été extraordinaire. Maintenant, dès que les résultats sont un peu moins bons, que la pression aussi, je pense notamment à la qualification en Coupe d'Europe par rapport aujourd'hui aux difficultés économiques. Bien sûr que pour un entraîneur, la pression elle est énorme. La pression médiatique, la manière de manager son groupe. Et puis ensuite, quand il ajoute... le rythme qu'on a pu voir, on parle d'une semaine, mais finalement, dans une saison, il n'y en a pas qu'une, 2 semaines comme celle-ci. Donc, tu as une petite coupure entre les fêtes, entre Noël et l'an. Tu as les 4 ou 5 trêves internationales en septembre, octobre, novembre et en mars, où tu vas couper 4-5 jours, mais c'est jamais suffisant. Parce que finalement, sur
on peut parler du team manager, mais là on parle de Franck. Je pense que Franck, même quand... Et tous les entraîneurs, ils coupent jamais. Je pense qu'il y a toujours un profil à leur présenter. Ils sont toujours en train de réfléchir sur le match d'après, sur ce qu'ils peuvent changer, améliorer, modifier, tout ce qui est lié au management aussi. Donc, ouais, la pression est énorme. Et avec des rythmes comme ça, quand tu rentres chez toi à 4 heures, mais quand tu rentres à 4 heures, tu t'endors pas tout de suite. Tu vas t'endormir peut-être plutôt 5h30, 6 heures. Tu te relèves dans la matinée parce que tu es attendu au centre d'entraînement. Tu es le coach, donc tu fais partie des premiers qui y arrivent. Ceux qui travaillent autour du groupe aussi. Donc, ouais, c'est une machine. Ça peut être vu comme une lessiveuse. Après, quand tu gagnes, tu récupères aussi plus rapidement parce que moralement, tout se passe bien. Et puis après, c'est un coup à prendre. Et quand tu as tes 5 semaines de vacances entre mi-mai et mi-juin, là, tu décompresses, ouais. Francaise est passé entraîneur à manager général à un moment du club du RC Lens. Toi, tu l'as ressenti comment ? Est-ce que du coup, c'est beaucoup plus de réunions avec lui encore ? Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que forcément, ces tâches se sont multipliées. On est dans l'humain, dans la partie humaine du métier. Mais est-ce que tu as ressenti déjà de la fatigue auprès des joueurs, des entraîneurs ? Est-ce que tu as déjà eu des confidences, entre guillemets, de membres d'un staff, d'un club qui te disent « Ouais, là c'est chaud, laisse-nous, je sais pas, laisse-nous récupérer après le voyage plutôt que d'anticiper tout de suite, je sais pas, une séance, enfin, c'est pas toi qui gères, mais ce que je veux dire, par rapport à ton... De toute façon, les joueurs cherchent toujours à négocier en cas de victoire une journée off en plus. C'est de bonne guerre. Après, oui, entre staff, c'est pareil. Quand t'enchaînes... Tu sais, quand les intendants, on va prendre l'exemple des intendants, en pré-saison... entre tout le flocage à faire, tous les kits à prévoir pour le jour de la reprise, tout en sachant que ton groupe, tu le connais pas encore vraiment, ou il peut être remodifié dans la nuit ou même le matin de la reprise. Enfin voilà, t'as entre 20 et 30 dotations à prévoir. Plus après, tu as les dotations des joueurs qui vont arriver. Donc tu reçois ton matériel, tu le floques, tu as la gestion des stocks. Après, tu commences à partir en stage, tu as tes matchs amicaux. Là, avec Lens, tu avais l'exemple du play-off en Grèce. Donc, bon, tu as la trêve internationale de septembre, mais tu arrives à la trêve internationale de septembre, tu as déjà 5 matchs officiels, tu dois être à 7 matchs amicaux. Donc oui, je me souviens très bien qu'à ce moment-là, moi, c'est la période en plus où j'ai arrêté mon contrat là-bas, mais je pense qu'on était tous contents de souffler parce que on sait que l'intersaison, c'est vraiment une grosse période. Et que les quelques jours de coupure allaient faire du bien à tout le monde. Et je pense, j'ai une pensée pour le team manager, s'il y en a un, je pense que oui, à Rennes, qui a vécu déjà 3 entraîneurs, là, qui a connu 3 entraîneurs cette saison. Toi, quel impact ça a sur toi en tant que team manager, le changement d'un entraîneur ? Alors, en fait, il faut savoir que tu as des clubs où, dans l'organisation, tu vas avoir un team manager, tu peux avoir 2 team managers, comme à Rennes, et voilà, si je ne me trompe pas, voilà, ils partagent le boulot ensemble. Mais tu as d'autres organisations où tu vas avoir un team manager et un player care. Et le player care, lui, va être chargé de tout ce qui est vraiment administrative, tâches administratives pures et dures, concernant les joueurs, les membres du staff, leur famille, leur accompagnement, leur accueil. Voilà. D'accord. Lui, tout ce qui concerne le sportif, c'est laissé au team manager. Et lui, c'est vraiment pour aider à trouver une maison. Ça peut être à trouver une crèche, une école, à donner des informations à l'épouse. Ça peut être de gérer le salon famille les soirs de match. Comme ça, c'est vraiment le référent naturel, tu vois, pour les familles des joueurs. Et aussi pour toutes les questions extra-sportives, vraiment d'ordre administratif, notamment pour les joueurs étrangers, en fait. Et on a l'impression que c'est un métier qui devient indispensable à tout club aujourd'hui, Player Care. Ça n'existe pas encore dans tous les clubs, mais on se dit, mais c'est même complètement dingue, ça n'existe pas dans tous les clubs. Je suis d'accord avec toi, oui. Ouais, c'est un job, mais c'est un job qui commence à arriver. Team manager, c'est pareil. Au moment où je démarre à Amiens, t'avais pas non plus un team manager dans tous les clubs de Ligue 1. Et puis petit à petit, les clubs se sont mis à la page parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a de plus en plus d'exigences. Il y a de plus en plus de boulot aussi. Et comme on a l'habitude de dire, nous, on ne fera pas gagner un match. Par contre,
peut en faire perdre un si la gestion, l'organisation d'un déplacement, par exemple, a été mauvaise, n'a pas été bonne. Alors, tu as noué évidemment des relations privilégiées avec certains joueurs au cours de cette carrière de team manager. On avait une petite surprise pour toi. Benoît, c'est parti. Salut Benoît, un plaisir de te voir. On n'a pas eu l'occasion de collaborer énormément. On n'a pas eu l'occasion de collaborer étant donné mes blessures. J'ai beaucoup plus été en salle. Mais du coup, je m'interrogeais, parce qu'il me semble que tu es parti un peu t'aventurer sur les pays de l'Est et que tu es un passionné de musique. Donc je suis assez surpris de te voir revenir aussitôt vu la qualité des festivals là-bas. Et si tu voulais me faire une petite playlist aussi, parce que j'en ai besoin là, il y a l'été qui arrive et j'ai besoin de toi mon Benoît. J'espère que tout va bien pour toi et à très bientôt. Voilà, Jimmy Cabot, ancien joueur du Racing Club de Lens. Merci Jimmy. L'Europe de l'Est, c'est un territoire que j'apprécie énormément, aussi pour des raisons personnelles. Et pour la demande musicale, je vois que Jimmy, c'est pareil, a de bonnes sources. Et Jimmy, je vais t'envoyer quelques petits sons sur SoundCloud. Et je pense que tu pourras te préparer tranquillement pour la saison estivale des festivals. Et peut-être qu'on se croisera en Albanie ou en Croatie si le cœur t'en dit. Et quel genre de musique, Benoît ? Plutôt électro, plutôt... Ouais, j'écoute de tout. J'ai beaucoup apprécié le nouvel album de Jazzy Bass qui est sorti il y a quelques jours. Et oui, sinon il y a pas mal de musique électronique et un peu underground. Jimmy, ça fait partie des belles rencontres. Ouais, super sympa, Jimmy, humain. Et ça m'a peiné finalement de ne pas le voir énormément jouer, puisque comme il l'a dit lui-même, il a passé énormément de temps en salle pour revenir. Et puis malheureusement, il a pris une décision qui est courageuse, qui n'est pas évidente, mais voilà, je vois qu'il démarre une nouvelle carrière de consultant au bord des terrains et je pense qu'il fera bien le job. Et il est aussi chez nous, chez RMC, dans Génération After. Il y a des joueurs avec qui tu as gardé des liens, on va dire, étroits, de par ton expérience, si oui, lesquels, pourquoi ? Ouais. À Amiens, Régis Gertner, c'est l'un des boulonnables. Quand on peut se croiser et prendre une bière ensemble, on le fait. L'ancien gardien, je précise. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand je suis parti au Brésil, j'ai recontacté Henrique Ganso, qui était passé quelques mois à l'Amiens SC, pour aller voir un match. J'ai vu qu'il jouait, Fluminense jouait à ce moment-là au Maracana, donc c'était l'occasion. Et ouais, gentleman, il m'a répondu, il m'avait mis des places de côté et j'étais accueilli comme un prince. Et puis après, avec Instagram, on va dire que ça facilite aussi les rapports. Et ouais, il y a toujours des petites réactions à des stories, des petites blagues ou des mèmes qu'on s'envoie avec certains. Et a priori, c'est Joe Gradit qui aime bien ce que j'envoie à un des kinés du Racing Club de Lens. Donc ouais, il y a toujours des petites... une continuité grâce aux réseaux sociaux. Ouais. Alors, on l'a déjà un petit peu évoqué, mais d'une des missions principales du métier de team manager, Benoît, c'est évidemment les matchs de Coupe d'Europe. Tu as connu ça, qui plus est, en Ligue des Champions lors de la saison 2023-2024 avec le Racing Club de Lens. Lolo, tu as plein de documents à nous montrer, plein de belles choses à nous partager. Alors oui, c'est surtout Benoît qui va nous les commenter. Donc on a notamment cet extrait. Benoît, c'est l'organisation d'un match avec quelques chiffres et quelques dessins. Je ne sais pas si on peut peut-être zoomer un petit peu pour voir. Alors c'est des choses qui peuvent paraître... on va dire qu'en tant que fan de foot, tu t'imagines pas qu'il y a tout ça derrière. C'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est dingo là en termes... Je précise que c'est Fribourg-Lens le match en question en Europa League. Là où je disais que c'est un autre métier entre l'organisation d'un match en championnat et un match et notamment un déplacement européen. Bon, il y a la partie repérage où tu pars avant, tu bosses aussi avec une boîte bien souvent un travel partner qui va t'aider à choisir ton... On passe le bonjour à Magali si elle nous regarde d'ailleurs. Ouais, je l'embrasse Magali, qui va nous aider à choisir l'hôtel, qui va nous trouver un autocariste sur place, des vannes pour la direction. Et c'est surtout que le matin du match, à 10h, tu as une réunion qui est organisée par l'UEFA, donc avec les deux clubs, et plus les forces de l'ordre, les secours. Enfin voilà, c'est vraiment une réunion... qui reprend tous les points
Donc où tu vas retrouver donc le team manager de chaque club, tu vas retrouver le référent de club, le mind contact, tu vas retrouver le responsable sécurité, le référent supporter, tu vas retrouver une personne de la communication, de la billetterie, où tu reprends vraiment point par point le déroulé de la journée, toutes les infos en termes de sécurité, de déplacement et de gestion des flux des supporters. Et donc, il y a cette fameuse map que tu as montrée. Alors attends, on est en train de voir pour mettre plus gros parce qu'on voit rien. On voit rien du tout. Mais voilà. Là, c'est très gros. Là. Mais alors, du coup, tu peux nous expliquer un petit peu quelles infos importantes toi tu vois là-dedans. En fait, tu sais, voilà, le côté où tu vas t'échauffer. Tu sais le côté où tu vas t'asseoir aussi sur le banc. Et puis, c'est surtout que l'échauffement ne peut pas commencer avant 17h45 et doit terminer maximum à 18h35. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas où ça commence plus tôt, ou ça finit plus tard, ou inversement? Déjà, tu peux avoir un problème sans doute avec l'arrosage du terrain. Ouais. Et puis ensuite, tu auras une amende de la part de l'UEFA. Ça me rappelle un mauvais souvenir, parce que je l'ai commenté ce match pour RMC Sport. C'était l'élimination en barrage d'Europa League sur la pelouse de Fribourg à l'Europa Park Stadion, alors que Lens menait 2-0 à la mi-temps. Exactement. Voilà. Et alors, par rapport à ça, on voit aussi, parce que tu nous expliquais pour préparer l'émission, que forcément tout ça c'est fait avec les différentes parties d'organisation du match. Et il y a aussi évidemment toi la partie te concernant avec l'équipe, où parfois tu vas essayer de mettre dans les meilleures conditions, enfin tu vas tout le temps essayer de mettre en meilleures conditions le club, mais tu peux avoir aussi des petits échanges avec le responsable de la performance par rapport à des petits détails, notamment le fait... Je pense à ça, excuse-moi, je vais un peu partout, mais je me rappelle de l'imbroglio qu'il y avait eu entre Marseille et le Sporting en Ligue des Champions, où les joueurs portugais étaient arrivés longtemps après dans le tunnel. Quand c'est comme ça, toi, quel impact tu peux avoir là-dessus? Qu'est-ce qu'il faut que tu gères à ce moment-là? En fait, in fine, dès lors que tu vas avoir un retard pour non-respect des consignes, tu as une amende. Voilà. Donc, c'est pas dans l'intérêt du club que d'être sanctionné. Donc, tu vas te mettre en lien, enfin, en tout cas, moi, j'étais en lien avec le responsable perf, qui, comme moi, dès la mi-temps, dès que la mi-temps sonnait, tu vois, on synchronisait nos montres en se disant, bon, bah voilà, au bout de 13 minutes et 30 secondes, je crois, les joueurs doivent ressortir sur le couloir d'entrée terrain. Là où ça peut être compliqué à gérer, c'est si le coach, finalement, a un discours un peu plus long. Si tu as un joueur, pareil, qui souhaite prendre la parole et qui... toi, tu regardes ta montre et tu viens de passer les 13h30, parce que tu as la personne de l'UEFA qui doit faire en sorte que son travail soit bien accompli, a des responsabilités, donc va venir te mettre la pression aussi. Donc c'est la raison pour laquelle on avait tout intérêt à bien s'entendre, enfin, en tout cas, parce que je communique bien avec le responsable perf pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de malentendu et pas de sanctions derrière. Mais lui aussi, ce qu'il va prendre en compte, c'est que l'équipe ne sorte pas trop tôt par rapport à l'autre. Donc, ok, on va nous demander de respecter le timing, mais si l'autre équipe ne respecte pas ce timing-là, ça veut dire que nous, on va être pénalisés à reprendre l'échauffement trop tôt, à attendre les joueurs sur le terrain, j'en sais rien, s'il vente, s'il pleut fort, enfin, t'es pas dans les bonnes conditions. Donc, tu dois jongler entre le respect du timing et puis t'assurer aussi que le club en face respecte aussi, parce que t'as pas envie de pénaliser tes joueurs, à les bouger, à les remotiver trop tôt. Alors Lolo, l'un des documents que tu nous présentes, c'est un document donc sur les horaires à respecter sur un match de Coupe d'Europe. Ouais, c'est ça. Alors au début à peu près 3 heures du coup d'envoi, hein, Benoît, tu me dis si je me trompe, donc l'arrivée du staff d'abord, tu disais toujours. Ouais, 3 heures, souvent ce sont les intendants qui viennent pour installer. Alors ce qui est chouette en Coupe d'Europe, sur les matchs à l'extérieur, c'est que bien souvent tu peux commencer la veille. Tu sais, quand tu arrives et faire ton échauffement ou ton repérage, bien souvent les intendants commençaient déjà à travailler, donc tu as du temps, tu n'es pas pressé, et ça c'est chouette. C'est pas comme en Ligue 1 où tu arrives le jour du match. Ils arrivent 3 heures avant. Ouais. Alors c'est un vestiaire qu'ils connaissent aussi, c'est pareil, ils ont leur manière de travailler, mais
tu t'es pas dans la course, s'il te manque un truc, ou si, tu vois, t'es pas dans le rush. C'est sur place, quoi. Donc, t'es pas dans le rush, ouais. Mais voilà, ils arrivent 3 heures avant, et le groupe, généralement, la moyenne, c'est 1h30 avant le coup d'envoi. Et en général, les intendants, donc, ils mettent en place les maillots, c'est ça? Ils mettent... Ouais, tout ce qui est dans le vestiaire, tout ce que tu vois qui est mis en place, c'est les intendants avec, bien souvent, 1 ou 2 kinés et un diététicien. Comme D'accord. ça, tout est prêt. Tes boissons, l'espace médical, ton espace vraiment vestiaire avec les sièges de chacun, avec les tenues, les crampons, les petits rituels de chaque joueur. Voilà, tout est prêt, quoi. Les mecs, ils arrivent, bien souvent avec leur musique, ils sont déjà focus sur le match. Et puis voilà, parce qu'ils sont mis dans les meilleures conditions. C'est ça le but, hein. Après, ce qui est marrant, c'est que donc tu as l'arrivée donc des arbitres qui arrivent un petit peu après eux, puis l'arrivée donc des deux équipes. Et là, ce qui m'a fait délirer en fait, c'est qu'à partir de 20h, tu vois que c'est timé de chez timé. Tu vois, autant Benoît disait bon, ils arrivent en avance, ils ont le temps, mais à partir de 20h, t'as plus le temps. Et là, enfin moi, le truc qui m'a fait le plus gaulerie, c'est à 20h. Si vous regardez à 20h57-30, tu as la fameuse Teams Shake Hands and Break for Team Photos. Donc les mecs se serrent la main et vont prendre des photos à 20h57 et 30 secondes. Et là, Benoît, comment tu fais si t'es genre à 20h56 ou à 20h58? Une fois qu'ils sont sur le terrain, je peux plus rien faire. J'ai pas le droit d'aller dessus, donc moi j'attendais juste de voir Brice pour qu'il me rende le fanion de l'équipe adverse après l'échange, tu vois, après le toss, pour le récupérer et puis le remettre dans le vestiaire. Mais une fois qu'ils sont... Parfois, tu peux faire des grands gestes en disant photo. Mais c'est pareil, tu l'anticipes avant. Tu préviens, tu vois, les documents, tu les envoies après la réunion, tu fais un petit récap avec ton responsable perf, avec le préparateur athlétique, avec ton capitaine. Comme ça, il a les infos de savoir, bon, bah voilà, quand tu vas rentrer sur le terrain, tu seras la file à gauche ou à droite, parce que parfois, tu sors pas du même côté que ton vestiaire. Et puis, n'oublie pas que tu vas avoir, il y a peut-être un hommage, il y a peut-être, tu vois, 1 minute, quelque chose comme ça. Et oublie pas qu'il y a la photo de groupe devant le banc. Très importante, donc tu fais tout le temps des rappels pour faire en sorte que les infos passent et que rien ne soit oublié. Et toi, physiquement, t'étais où dans ces cas-là? T'étais à côté du banc, t'étais sur le banc, J'étais juste à côté du banc. Alors en championnat, j'étais sur le banc additionnel. Bien souvent, il était soit dans la continuité du banc, soit à l'arrière du banc de touche. Et sur le match européen, c'était pareil. Juste à côté. Mais sur le match européen, ton banc additionnel est vraiment dans la continuité du banc de touche. Donc ouais, t'es toujours au contact du groupe. D'accord. Du coup, Benoît, qui est ton N+1 par exemple? Est-ce que Attends, alors on va le voir sur l'organigramme après si tu veux bien, Rémi. Moi j'avais une question juste parce qu'il y a un truc qui m'intéresse quand on commente les matchs, c'est la compo d'équipe. Est-ce que tu es impliqué en tant que team manager? À quel moment tu reçois la compo? À quel moment est-ce que c'est toi qui la transmets à l'UEFA? Ouais, alors l'UEFA c'est chouette parce que tu as une plateforme en ligne qui s'appelle Time. Et en fait, qui recense toutes les informations, toutes tes demandes, donc plusieurs jours en amont de la rencontre. Okay. Et ce qui fait que déjà, t'as pas de loupé parce que tu es obligé de confirmer. Si le club que tu vas recevoir te demande, te font telle et telle demande un peu particulière ou farfelue, tu es obligé de répondre. Ça veut dire que tu l'as lu, tu confirmes ou non, mais au moins tu l'as lu. Parce qu'en championnat, tu peux envoyer, on peut dire oui, j'ai renvoyé à tel service qui va s'en occuper, puis tu arrives dans ton vestiaire, où l'intendant arrive 3 heures avant, il t'appelle et dit il n'y a pas ce qu'on a demandé. Okay. Et là, on comprend pas. Là, tout est validé, tu as quelqu'un de l'UEFA qui check aussi. Et donc, oui, tu dois, l'après-midi du match, informatiquement, tu rentres ton équipe avec le dispositif que tu veux, tactique. D'accord. Ce qui fait que tu as des clubs qui peuvent jouer là-dessus. Je te confirme parce que vu le nombre de matchs où on voyait la compo éditée par l'UEFA, on se disait non mais les mecs ils ont craqué. Donc clair. Ça c'est volontaire, c'est les clubs qui nous induisent en erreur en fait. Ouais. Ah mais ça c'est une super info ça. Donc, ça c'est une super info. Donc Brice Samba en numéro 9, c'est ta faute. Alors ça on n'a pas vu. Mais par contre souvent effectivement tu vois un troisième attaquant qui joue milieu de terrain ou un piston qui est finalement de l'autre côté. Tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors peut-être qu'ils n'ont pas vu l'onglet pour changer le dispositif tactique. Mais... Okay. Nous voilà, Franck il avait son dispositif à l'année. Pourquoi tu vas essayer de tricher? Prends pas les gens pour des idiots. Donc, Est-ce que tu recevais beaucoup de messages ou des coups de fil de journalistes? C'est quoi la compo? Tu peux me donner une info? Non. Non, mais peut-être parce que je suis peut-être pas resté suffisamment de temps à Lens pour avoir ces connexions-là.
Alors Rémi, on voulait en parler effectivement de ton N+1. On va regarder l'organigramme idéal peut-être d'un club de foot. Parce que ça, c'est celui que tu nous as envoyé. Que pour toi, voilà, l'organigramme idéal d'un club, ce qui pourrait être. Et moi, ce que je voulais te poser comme question, du coup, qui sont tes responsables, tes référents, ou alors toi, combien de personnes tu peux avoir entre guillemets à manager aussi de ton côté? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ce qu'on voit à l'écran? Ouais, si je prends mon cas à Lens, Jean-Louis Leca en tant que coordinateur sportif était mon référent au moment de mon départ. J'ai eu Grégory Thiel en arrivant en tant que directeur sportif qui était mon responsable. Donc là, si tu veux, c'est vraiment détaillé où tu as vraiment 3 pôles essentiels, voire un 4e sur la partie plus scouting et recrutement, mais tu as une partie vraiment purement football qui est gérée par l'entraîneur. Tu as une partie vraiment concernant la performance, donc avec le fameux responsable performance, et une partie axée, je pense, sur les joueurs et sur tout ce qui va être organisation, logistique et administratif, administré par le coordinateur sportif. Pour moi, ce sont vraiment les 3 personnes qui sont vraiment en dessous du directeur sportif, qui lui va éditer la politique sportive du club et puis le recrutement également. Voilà, un team manager, encore une fois, là, il a les intendants sous sa direction. Et puis, il peut avoir aussi le player care. Ouais, c'est un peu le trio parfait, ça. Ouais, c'est ça. Un team manager avec les intendants et le player care. Et là, en termes justement de prise en charge des joueurs, t'es bien là. Ouais, c'est ça. Donc à Lens, on a été 4. 2 intendants, il y a eu un player care qui n'y est plus, et puis moi-même. Mais ouais, ça roulait bien. Et qu'est-ce qui se passe, par exemple, qui tranche quand, je sais pas moi, t'as pas le choix entre les besoins que t'as demandé ton responsable de la performance, mais t'as d'autres solutions. En même temps, le coach voulait absolument que t'aies telle précision dans ton planning. Qui tranche quand il y a, entre guillemets, un broglio? Comment ça se passe si, par exemple, tu dois... toi, tu as des propositions à faire à ton coach concernant le choix de l'hôtel, par exemple, ou justement, tu n'en as que 2 au lieu de 3, 4, 5 Comment ça se tranche? Bien souvent, tu vas avoir une donnée financière qui est importante à prendre en compte, puisque normalement, tu as un budget, ou en tout cas une fourchette budgétaire qui t'est allouée, pour pas faire n'importe quoi. Et puis après, c'est un petit peu en fonction des desiderata de l'entraîneur à travers ses expériences passées ou ce qu'il préfère. Et puis tu as aussi la donnée liée à la performance et au côté peut-être pratico-pratique. Quel est le métier le plus important là dans l'organigramme que tu nous as proposé? Je pense pour moi, ils sont tous importants. Ok, ça va pas être les mêmes responsabilités, les mêmes terrains de jeu entre guillemets, mais tu peux pas faire sans tes intendants, tu peux pas faire sans l'analyse vidéo, tu peux pas faire sans tes scouts, tu peux pas faire sans ton ostéopathe ou ton player care pour être performant et puis vouloir être grand et mettre tout le monde dans les meilleures conditions. Ça me fait penser, tu sais, hier à Peter Reichert qu'on a eu pour Benjamin Pavard. Il nous disait que lui, il était footballeur dans les années 90, qu'il a notamment joué à Strasbourg et à Toulouse, et que pour trouver son propre appart, il avait dû se débrouiller lui-même pour apprendre la langue. Il avait dû se débrouiller lui-même. Donc tu vois effectivement le delta entre les années 90 et même peut-être le début des années 2000. Il faudra demander aux joueurs qui ont évolué à cette époque. Et maintenant, comme tu dis, c'est devenu indispensable en fait. Sans ces composantes, t'es pas un club compétitif au plus haut niveau. Tu peux, après c'est un argument aussi, je pense, quand tu vas recruter à l'étranger, d'expliquer que viens chez nous, t'as pas de souci à te faire, ou ta femme, ça va bien se passer pour ta compagne et tes enfants parce qu'on a quelqu'un qui sera là pour toi, pour t'accompagner. C'est important. Il y a eu un très bon article dans l'équipe il y a quelques semaines de la part du team manager du club de Paris Basket. On parle du basket, mais il t'explique que ils ont recruté quelqu'un sur ce poste-là de player care et que quand tu écoutes les joueurs qui sont arrivés à Paris, qui ont eu une belle carrière et une expérience dans des grands clubs, ils te disent déjà c'est super d'avoir ça, mais c'est surtout que finalement, c'est essentiel. Rémi. Oui, Benny,
puisque tu adores qu'on t'appelle comme ça. Benny, non, pas du tout. Si, on a quelques infos. Il y avait quelqu'un qui avait une petite surprise pour toi et un petit mot parce que tu as beaucoup compté pour lui et lui, visiblement, a beaucoup compté pour toi. Ok. Salut mon Ben, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas même très bien. Écoute, on m'a demandé de faire une petite vidéo à ton attention. Tu sais que je suis pas friand de ce genre d'exercice, mais pour toi, je m'y colle parce que tu le mérites. Voilà, tu m'excuseras pour mes petits yeux, on est rentré très tard ou très tôt de Cannes. Mais c'était important que je te laisse ce message-là. Rien que de penser à toi, ça me fait ressasser les nombreux souvenirs que l'on a ensemble, les émotions partagées à l'Amiens IC. Tu as fait partie de la jeune génération qui est venue renforcer les rangs du club et qui nous a permis qu'on vive tous une super aventure. Bref, l'important aujourd'hui, c'est que tu nous racontes une anecdote. Voilà, je préfère que ce soit toi qui la raconte. C'est ton recrutement, qui a été particulier, qui sort des sentiers battus, mais qui mérite vraiment le coup de raconter, d'être entendu, parce que je pense que tu as été le seul team manager en France à être recruté de la sorte. Allez, salut Ben, gros bisous à tous, ciao. Un grand merci à Yann Comboiré pour cette vidéo. Il dit qu'il est revenu tard de Cannes parce qu'il est directeur sportif adjoint à Reims qui s'est qualifié pour la finale de Coupe de France. Et donc maintenant, peux-tu nous expliquer comment tu as été recruté, s'il te plaît ? Alors je tiens à préciser que c'est le seul qui m'appelle Benny. Et à chaque fois, je fais la remarque il nous a dit qu'il détestait ça. Non, ça s'est fait sur Amiens, un quartier dénommé Saint-Leu, où on peut retrouver non loin de la cathédrale une bonne partie des bars et des restaurants, et on a appris à faire connaissance l'un et l'autre dans un de ces bars. Et au bout de la 3e ou 4e fois, il a fini par me prendre un peu plus au sérieux et de me donner la chance de rentrer, enfin l'opportunité de rentrer à l'Amiens SC sur cette fameuse mission licence club, puisque c'était un dossier qui était important aux yeux de Luigi Mulazzi. Donc voilà comment Yann et moi nous sommes rencontrés et comment ça a débuté avec ensuite l'accord du vice-président de l'époque, Luigi Mulazzi. Donc c'était pas au stade de la Licorne, c'était pas sur LinkedIn, c'était donc dans des bars que tu as passé ton entretien d'embauche. Et visiblement 4, c'est ça ? Ouais, on s'est croisés 3-4 fois, ouais. Et à chaque fois, je lui demandais s'il y avait une opportunité prochainement au club, et puis jusqu'au jour où il m'a dit bah oui, tiens, j'en ai une. Donc voilà, et je crois qu'on s'est même rencontrés sur un concert aussi. Sur un concert, et en fait on a discuté toute la soirée, on n'a pas vu la programmation musicale. On est resté au bar, et je pense que c'est là où j'ai négocié vraiment purement et simplement mon arrivée. Ouais. Retravailler avec Yann Comboiré, ce serait une envie, un objectif ? Si cela se représentait, ouais, je serais très heureux, parce que Yann, pour moi, c'est mon mentor. C'est lui qui m'a donné l'opportunité de mettre un pied dans le foot. C'est quelqu'un qui comprend le foot, qui a fait énormément pour l'Amiens SC. Et c'était logique qu'à un moment donné, il prenne son envol pour un club plus huppé. Et non, c'est quelqu'un d'humainement extraordinaire, Yann. Donc oui, ce sera avec grand plaisir. Alors là, tu parles de côté humain une fois de plus. De par ton métier, tu as connu pas mal de péripéties. Bon, il y en a eu qui étaient évoquées dans le chat. Est-ce que tu as eu des demandes improbables à gérer de la part de joueurs, justement, dans tes années amiénoises ou lensoises ? Et si oui, lesquelles ? Alors, il y a des choses que je peux pas tout raconter. Après, non, oui, il y a des choses qui ont peut-être été tirées un petit peu par les cheveux, et puis il y a des choses, c'est plus des joueurs qui, à un moment donné, savaient pas forcément comment gérer une situation. Oui, ça m'est déjà arrivé à Amiens d'être contacté au milieu de la nuit parce que il y avait une coupure de courant qui était récurrente chez un des joueurs et qui savait pas comment gérer ça. En fait, je pense que il devait être déconnecté de sa PlayStation. Ouais. Et au bout de la 3e fois, il en a eu marre et il s'est dit je vais appeler le team manager parce que je comprends pas. Et tu lui as dit qu'à 5h du matin, on arrête de jouer à la PlayStation en principe ? Je lui ai dit qu'il passe dans mon bureau le lendemain et qu'on irait faire un tour dans la journée, et puis il est jamais venu, donc il a réussi à le régler lui-même. Est-ce que tu avais l'impression des fois d'être un peu... tu vois que
les joueurs étaient un peu infantilisés et de devoir justement faire des choses et te dire là, mec, t'abuses quand même parce que tu vois, t'as 20, 30 ans. Infantilisé, j'irai pas jusque-là, mais je pense qu'il y en a qui testent un petit peu, qui testent pour jouer avec toi, pour avoir un peu tes limites, et puis parce qu'au final, si on met quelqu'un à disposition, on va voir ce qu'il vaut. Mais oui, ça peut arriver, et puis t'en as qui sont vraiment à la fois autonomes, t'en as qui te demandent quelque chose, mais qui vont être gênés, ou qui vont te remercier 15 fois. Ouais. Je travaille pas de secret parce qu'on s'est appelé pour préparer l'émission et tu nous avais raconté aussi que parfois les joueurs ne trouvent pas forcément de logement tout de suite et qu'il y en a ont des demandes improbables. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter où vivaient certains joueurs parfois qui ne trouvaient pas une maison tout de suite ? Alors, c'était pas une demande de sa part, c'est que en fait, il avait loué la suite de l'hôtel où le club faisait les mises au vert. Ce qui est plutôt pratique pour le coup. Oui, pour le coup, oui, ça arrive. Non, mais ça arrive. Quand les nouveaux joueurs arrivent, bien souvent, il n'y a pas 36 hôtels déjà dans la ville. On bosse avec quelques hôtels, mais ça arrive que, oui, ton nouveau joueur, on l'ait placé à l'hôtel et que 3 jours après, on a la mise au vert, il est dans le groupe et forcément, il récupère la chambre dans laquelle il est et dans laquelle il va rester peut-être 2 ou 3 semaines. Là, celui-ci, il avait choisi la plus belle chambre. Et donc le problème c'est que durant la sieste t'avais pas la certitude qu'il faisait la sieste comme tout le monde puisque lui il remontait dans sa suite où probablement il avait quelques invités qui l'attendaient. C'est une façon de préparer un match particulier. Après il a peut-être claqué derrière, je me souviens plus du résultat du match mais Et alors, on parlait tout à l'heure du voyage à Arsenal ou le déplacement. Très rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait le fait d'inviter tous les membres du staff du club ? Parce que c'était une demande de Franck Hez. Et comment toi, tu as dû gérer ça ? Ça représentait combien de personnes du coup ? On était sur 60 peut-être 62 personnes. Alors que sur les autres matchs en Coupe d'Europe, on se déplaçait peut-être à 45. Parce qu'en fait, il avait souhaité, pour remercier de l'investissement, par rapport à l'affiche aussi, par rapport à l'outil qu'est l'Emirates, de pouvoir permettre à chacun de vivre ce match-là. Et puis, il y a aussi un historique Arsenal-Lens, notamment 20 ans auparavant en Ligue des Champions. Donc, non, c'était un beau clin d'œil de la part de Franck de vouloir intégrer tout le monde sur ce déplacement-là, aussi bien les joueurs non qualifiés, les joueurs blessés et l'intégralité du staff. Donc oui, c'était un peu plus de boulot. On est parti en Eurostar. Heureusement que Franck, d'ailleurs, l'idée, il l'a eu dès le départ. Des tirages au sort. Ouais, exactement. Donc ça a permis de vraiment anticiper parfaitement le nombre de billets d'Eurostar et puis le nombre de chambres aussi à l'hôtel. Et on avait sur place, pour la petite anecdote, puisqu'on était un groupe de 60, on était parti sur un bus, les bus anglais à 2 étages. C'est bon ça. Et tu avais réservé du coup quasiment toute une rame d'Eurostar, non ? Ouais, je crois que c'était 2 compartiments. Ah, vous aviez 2 compartiments. Ouais. La vache. Ce qu'on va faire maintenant, Benoît, si tu veux bien, c'est le moment du quiz RMC Mercato. Une petite habitude, c'est très simple. Je te pose une question, tu me réponds en une petite phrase. Ok. Ça te va ? Ouais. T'as droit à un joker si tu veux, évidemment. Ouais, j'espère 2. Il fait comme les joueurs, il gratte, tu sais, il gratte pas le jour de congé, il gratte le joker. On y va, Benoît ? Ouais. Le joueur le plus fort que tu as côtoyé à Lens ? À Lens, il y en a plusieurs. Alors ça dépend sur quels critères, mais j'ai beaucoup aimé Codir juste par son coup d'épaule. Brice Samba pour le gardien qu'il est. Et puis j'ai bien aimé Frankowski aussi sur son côté. Angel Fulgini avec ses coups francs. Voilà, et après tout le reste, le reste des joueurs est aussi à un top niveau. Donc, Le joueur le plus fort que tu as côtoyé à Amiens ? À Ganso, et j'ai une pensée aussi pour Mathieu Bonnemer. C'est on l'embrasse. Ouais. Le joueur le plus sous-coté que tu as côtoyé ? Gertner. Le gardien d'Amiens, donc. Formé au Racing Club de Strasbourg, je le précise. Le joueur le plus surcoté que tu as côtoyé ? Joker. Allez, vas-y, Benoît. Non, après Yann Comboiré sur les parties de 5-5 sur les terrains de 5 qu'on faisait ensemble, c'est Yann Comboiré. Le joueur le plus sympa ? Ruben Aguilar.
au Racing Club de Lens. Le joueur le plus antipathique. Tu n'as pas de joker, tu n'as plus de joker. Gianni Roger, regarde. Sinon, tu dis Daniel Alves comme Yann Guérin, l'ancien attaché de presse, c'est un peu tout, le mec que. Non, j'ai pas eu de soucis particuliers avec des joueurs. Le joueur le plus fou. Le plus fou, il y avait Bakay Dibassi. Ah bien. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'était un soldat sur le terrain et dans le vestiaire, il pouvait aussi dégoupiller s'il y avait besoin, toujours dans l'intérêt du groupe, du collectif. Et par contre, non, ça me fait penser aussi à Steven Mendoza, un Colombien. Ah bien aussi. Ouais, qui lui, pour le coup, était fou, mais tu savais pas pourquoi. Quel était le but, quoi. Il était juste fou. Le joueur le plus intelligent. Mathieu Dreyer. Autre gardien, plus formé à Sochaux, lui, en l'occurrence, il me semble. Le joueur le plus fort que tu as vu jouer hors Lens et Amiens. Donc je n'ai jamais eu... Que tu n'as pas côtoyé au quotidien, mais que tu as vu sur le terrain lors de déplacements, lors des adversaires que vous avez rencontrés. Mbappé. Ouais. Benoît. Ouais. Non, moi j'avais pensé à un joueur d'Arsenal par exemple, ça aurait pu être un joueur d'Arsenal. Non, on va rester franco-français. Benoît, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De beaux festivals cet été. Non, je plaisante. En Albanie. Ouais, non, merci pour l'invitation. Ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de rebondir rapidement. Ça t'intéresserait de rester dans le foot ou pas forcément ? Ou de te toucher à d'autres sports ? Ouais, de rester dans le foot, mais en dehors d'un club. Voilà, je suis sur un projet avec un ami, on vient de s'associer. Je peux pas en dire plus, mais voilà, si vous pouvez nous souhaiter quelque chose, c'est la réussite à ce niveau-là. Et c'est de l'autre côté d'un club de foot, mais toujours dans le milieu. J'ai l'impression qu'on va te réinviter dans RMC Mercato quand tu auras lancé ton business. C'est avec plaisir.